Bonjour. Je me présente devant vous avec une certaine dose d'humilité à plusieurs titres. Ça a été dit ce matin, tout le monde ici est expert des garanties d'origine et des marchés d'électricité. Ce n'est pas mon cas, je crois. J'ai un collègue beaucoup plus sachant qui devait être présent aujourd'hui, qui a la très bonne idée d'être en congé paternité, donc il est très bien là où il est, mais je vais faire au mieux. Et seconde raison, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par Yvan ce matin, en disant il y a un certain nombre d'arguments fallacieux X, Y, Z qui existent, donc vous allez voir dans mes slides X, Y et Z. Donc voilà, il y a une discussion après, c'est justement l'objectif. Pour resituer un petit peu de où je parle, moi je travaille dans un cabinet de conseil qui accompagne des entreprises dans leur stratégie de décarbonation. Et donc c'est de ce point de vue-là que nous, on a mené des réflexions qui ont abouti au fait qu'il semble que si on a des pas un peu plus fins sur les garanties d'origine, ça pourrait aider à aller plus loin sur ces aspects-là. Mais l'endroit duquel je parle, c'est vraiment je veux construire un plan de décarbonation, qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui est décarbonant et qu'est-ce qui peut l'être moins. Je ne dis pas, je n'irai pas jusqu'à voilà comment il faut que ça marche d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue SI, etc. C'est des réflexions qui partent de décarboner pour de vrai. Je vais dire un mot, Carbone 4, on a un groupe de 180 personnes, on a une activité de conseil, on a des activités, une activité qui s'appelle Carbon for Finance, où on produit et on vend de la notation extra-financière climat et biodiversité des entreprises. On a un centre de formation, une instance qui fait des ateliers de sensibilisation et un centre de R&D qui aide à faire de la prospective. Je vais zapper cette partie-là, j'en discuterai avec vous avec plaisir. Quelques points du coup pour cette présentation. Je dois reparler de l'enjeu de l'approvisionnement en électricité verte. On a beaucoup parlé ce matin d'éléments d'architecture, de réglementation très précis. Je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ça, un petit peu dézoomer et essayer de me placer encore une fois du point de vue d'une entreprise qui souhaite se décarboner, qui souhaite décarboner également son approvisionnement en électricité et de me mettre un peu dans ses chaussures et de voir quel type de questions on se pose. Quels peuvent être les risques d'un approvisionnement de mauvaise qualité? Alors là, voilà, j'utilise tout de suite des mots qui vont être clivants. Un approvisionnement en électricité verte de mauvaise qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc j'essaierai de mettre quelques éléments sur ce sujet-là. Et dernier point, tracer l'électricité au par horaire peut être un des éléments qui permet de répondre à des problématiques un peu au-dessus. Et c'est tout à fait ouvert au débat et on en débattra par la suite, j'en suis sûr. Je mets les pieds dans le plat tout de suite, on en parlait ce matin, la cohérence spatio-temporelle. Quand on se pose la question de décarboner son approvisionnement en électricité, il y a deux questions souvent qui vont se poser. C'est est-ce que c'est de l'électricité qui va être à peu près à l'endroit où je me situe? Et je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites ce matin. La maille géographique est souvent arbitraire, de dire voilà, c'est une zone de responsable d'équilibre, un pays, une plaque, une sous-région, etc. Mais est-ce qu'il y a une chance que ça participe à l'équilibre du réseau sur lequel je me porte? Et le volet temporel qui est est-ce qu'il y a une chance que le moment où moi j'ai mis du soutirage sur le réseau, il y a eu de l'injection à peu près au même moment? Petit élément sur le spatial, 2024, on a parlé, la France était exportatrice nette durant 98% du temps. On peut se dire qu'il y a des chances qu'il y ait peu de production qui a eu à l'extérieur qui ont servi pour l'équilibre du réseau. Ça me permet de réagir sur un point qui a été dit ce matin. Je suis en accord avec beaucoup de ce qui a été dit ce matin, mais sur la physique de l'électricité, un réseau, c'est très physique. L'équilibre offre-demande, c'est très physique. C'est pas que contractuel. Et le fait de dire je consomme sur un réseau, et il y a de la production qui doit être en face pour répondre à mon besoin, en disant le réseau fera le lien, il y aura des batteries, de la flexibilité, ça va se faire un peu comme un tiers indépendant. Je trouve que ce n'est pas le fonctionnement le plus efficace et ça, on masque un petit peu le fait de dire quand je soutire, il faut que quelqu'un injecte. Si on masque complètement ce sujet-là en essayant de faire de la cohérence temporelle, on risque d'avoir des surcoûts sur le réseau pour gérer de la flexibilité. La flexibilité, c'est aussi travailler sur la demande. C'est pas que travailler sur l'offre, on risque de masquer un peu tout ça.
Autre point, l'additionnalité. Est-ce que je suis en train de permettre, parce que je paye un premium vert ou parce que je veux me sourcer en électricité verte, est-ce que je suis en train de financer des nouveaux actifs ou est-ce que je suis en train de servir une rente? On en a pas laissé parler ce matin, je reviens dessus, le location-based, le market-based. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer d'éviter la redite. Le location-based se base effectivement sur quel réseau je suis branché. Il y a plein de façons de définir un réseau ou une zone d'équilibre. La plupart du temps, c'est le pays, on prend en compte les imports-exports, et ça nous permet de dire, là je vois le reflet de la réalité physique, ça va faire tiquer certains, mais de la même manière, quand on se contente de 6 ou 7 mots sur une slide, il y a forcément des raccourcis. Mais c'est pour dire, je fais partie d'une zone d'équilibre, et sur cette zone d'équilibre, il y a eu de l'injection par rapport à ma consommation. Le market-based, effectivement, je regarde quels sont les contrats que j'ai passés, et donc quelles sont mes émissions associées. Je suis une entreprise, je veux me décarboner. Si je réfléchis effectivement en location-based, il n'y a pas 36 solutions pour essayer de me décarboner, il y a je vais consommer ailleurs, où c'est plus bas carbone. Et donc ça, c'est des réflexions qui peuvent avoir lieu quand on parle d'une entreprise qui a plein de sites industriels et qui cherche à s'implanter dans un pays, si possible, déjà plutôt bas carbone. Ou alors je consomme moins. Et celui-là, on a tendance à l'oublier, mais il y a aussi la question de est-ce que j'arrive à réduire un tout petit peu ma consommation, indépendamment de mon approvisionnement en électricité, ça fait baisser mes émissions. Mais c'est assez limité. Par contre, le market-based, de dire je m'offre la possibilité de faire un effort, d'investir un peu plus, de payer quelque chose en plus pour prouver que j'ai décarboné un certain nombre de choses, ça permet d'activer des leviers. Et donc c'est pour ça que souvent, la méthodologie market-based est utilisée quand on souhaite se donner des objectifs de décarbonation. Je pense quand même que les deux méthodes ont leur intérêt. Le location-based permet de se rendre compte de à partir de où sont mes sites, quelles sont les émissions associées en termes de ce qui m'est attribué en tout cas. Je suis d'accord que c'est dit ce matin, c'est une règle d'attribution. Et le market-based permet d'aller beaucoup plus loin et en faisant des choix d'investissement ou de contrats qui vont plus loin, d'avoir des trajectoires plus ambitieuses. Le problème qui existe, et là, pareil, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est qu'on différencie des approvisionnements verts, c'est arbitraire comme échelle, de mauvaise qualité ou de bonne qualité. Ça a été dit ce matin, on peut très bien consommer, effectivement, voilà, j'ai un client qui est à Toulouse, qui va consommer l'électricité le 14 octobre à 23 h. On va lui attribuer une garantie d'origine qui correspond à un parc photovoltaïque en Pologne le 3 octobre à 12 h. C'est bon, ça fait 0. D'un point de vue comptabilité carbone, ça fait 0. On peut avoir de l'autre côté un fournisseur, un client qui va se dire j'ai envie de faire le pas supplémentaire, je vais payer plus, je vais faire une solution plus compliquée, bien sûr, et essayer d'avoir de l'injection sur la zone où il y a un équilibre sur mon réseau à peu près au même moment où je consomme. Ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, mais on compte 0, tout pareil. Dans le scope 2, dans la comptabilité carbone, il n'y a pas de différence. Donc en fait, ça ne pousse pas forcément à faire des efforts. Ça a été évoqué un tout petit peu ce matin, ce sujet-là, j'aime bien faire la comparaison avec les allégations de neutralité carbone qu'on a entendues pendant des années. On est revenu un peu dessus, mais c'était, moi je suis neutre en carbone. Et puis le concurrent qui dit, moi je suis neutre en carbone aussi. Voilà. Comment faire la différence entre l'entreprise qui n'a pas fait d'efforts particuliers sur ses émissions induites et qui a acheté plein de crédits carbone, et l'entreprise qui a fait énormément d'efforts, énormément d'investissements, qui a réduit de 50% ses émissions induites et qui a acheté des crédits carbone pour compenser le reste. On ne peut pas. Si tout le monde dit je suis neutre en carbone, on ne peut pas faire la différence. Là, c'est la même question. Si on compte tout à 0 exactement de la même manière, ça pose la question de comment différencier ceux qui ont fait des efforts supplémentaires. Quels sont les risques d'avoir que des cas où on est à gauche avec une certaine différence entre le spatio-temporel et le contractuel? Ça a été évoqué ce matin, un certain nombre de papiers, Yvan en a parlé.
Il y a quelques citations de travaux qui disent qu'il est peu probable que les achats de certificats d'énergie renouvelable pour les entreprises entraînent une additionnalité dans la production d'énergie renouvelable. Donc là, on ne parle pas de est-ce que c'est décarbonant ou pas, de spatio-temporel, on parle de ce qui était à droite tout à l'heure, de l'additionnalité. Est-ce que le fait qu'il y ait des entreprises qui mettent ce premium aide à ajouter des capacités sur le réseau? Donc c'est un papier qui datait de 2020, il y a peut-être des nouvelles choses qui ont été sorties depuis, mais c'était une analyse sur un certain nombre de pays qui montrait qu'on ne voit pas de lien direct entre ce mécanisme-là et de l'additionnalité. Les deux suivants, je pense que c'est ce que tu évoquais ce matin, Yvan, c'est deux citations qui disent qu'on voit plus difficilement en effet décarbonant quand on fait un matching, une cohérence en somme d'énergie consommée sur l'année, plutôt que quand on va sur un pas plus fin. Ce qui peut poser la question de dire, toujours dans mon optique de je veux me décarboner, est-ce que si j'achète des garanties d'origine et que je dis je somme à l'année, c'est efficace pour décarboner ou pas? Et à quel point ça peut l'être plus en faisant autrement? C'est pas 0 ou 100, il y a des nuances de gris. Le risque réputationnel existe quand même, là, ça a été évoqué un petit peu ce matin aussi, c'est un extrait d'un article du Financial Times qui est sorti en novembre 2024 et qui regarde les émissions des GAFAM. En rouge, ce que vous voyez, c'est les émissions associées à la consommation d'électricité en location-based. Au premier ordre, où sont les data centers, sur quel réseau ils sont, qu'est-ce qu'on injecte sur ce réseau. Et en bleu en bas, les émissions reportées en market-based. En fait, on cache un peu, sans dire c'est une volonté de cacher, mais quand tout est à zéro, en fait, on peut avoir doublé, triplé, quadruplé ces émissions associées à la consommation d'électricité, on déclare toujours zéro. Donc c'est assez difficile de se rendre compte de l'effort réel consenti à essayer de réduire tout ça. J'en ai dit un mot et je vais le redire ici, en illustrant peut-être un peu plus. Dans un plan de décarbonation, avec des garanties d'origine peu chères, ça a été dit ce matin, les prix ont plutôt tendance à baisser pour tout un tas de raisons. Je peux me dire, en fait, c'est l'action la moins chère pour mettre une grosse baisse dans mes émissions. Là, dans l'exemple, j'ai acheté une certaine quantité d'électricité bas carbone sans essayer de faire un effort particulier pour avoir du matching spatio-temporel. Voilà, j'ai baissé mes émissions. Bravo, monsieur, dame. J'avais dit que j'allais les faire moins 40%. J'ai fait moins 40%. Le risque, c'est de masquer les autres leviers qui peut-être ont un effet décarbonant supplémentaire. Là, c'est parfaitement illustratif, mais de dire je vais essayer d'électrifier certains processus, je vais essayer de travailler sur mon efficacité énergétique, quelle que soit la façon, et le volet achat d'électricité bas carbone ne sera pas mon seul et unique sujet de travail. Peut-être qu'en termes d'émissions, on en a plus économisé à la fin. Et c'est là où, ça a été dit ce matin, je ne sais pas si je suis complètement en phase avec ça, et ce n'est pas forcément des choses que j'ai vues aller que dans ce sens-là. Dire que c'est un problème de passer de je suis 100% électricité renouvelable avec des garanties d'origine annuelles à je suis 80% d'énergie renouvelable, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai électrifié des processus et j'ai utilisé le même argent pour baisser mes émissions par ailleurs. Je ne crois pas que ce soit dans tous les cas un problème. Ça se compte, ça se mesure, mais avec le prisme de lecture, et c'était dit ce matin, je suis d'accord, ça dépend ce qu'on regarde, ça dépend quel objectif. Si l'objectif, c'est de décarboner la société, il est possible qu'on puisse gagner à dire j'ai moins d'électricité bas carbone en pourcentage, mais de meilleure qualité, entre guillemets, avec un meilleur matching spatio-temporel. Mais j'ai également investi sur autre chose. Et je n'ai pas fait que ça. C'est l'inconvénient de passer en troisième, tout a été dit, donc pardon, mais il y a aussi des éléments réglementaires qui semblent indiquer qu'on pourrait aller vers un pas plus bas. Ça a été évoqué ce matin. Dans RED 3, il y a des recommandations qui
pousse à aller vers le pas de règlement des écarts. Alors, c'est pas demain matin, mais le pas de règlement des écarts, c'est 15 minutes. Il y a l'acte délégué sur les RFNBO, ça a été évoqué aussi ce matin, qui impose une correspondance horaire pour pouvoir justifier l'hydrogène qui va sortir ou des carburants, des e-carburants qui vont sortir de ce type de mécanisme. Et il y a certains pays également qui pourraient aller vers de la correspondance horaire, à minima pour certains gros consommateurs très concentrés à certains endroits, qui sont beaucoup plus simples à gérer que du diffus. Les standards, on en a aussi parlé ce matin. Le GHG Protocol a un groupe de travail qui réfléchit à son fameux Scope 2, où on parlait de location-based, de market-based. On devrait avoir d'ici 2027 des informations plus précises, mais dans les drafts qui existent, il y a des choses qui vont dans le sens d'essayer d'avoir une meilleure cohérence spatio-temporelle sur l'approvisionnement en électricité verte. Alors, sera demandé, c'est très vague parce qu'on ne sait pas comment, mais il y a des éléments qui poussent là-dedans. Il y a même potentiellement du power air qui serait demandé pour des gros consommateurs, un peu comme le système d'Irlande dans ce standard-là. Les critères d'additionnalité sont en train d'être regardés aussi. Alors c'est extrêmement dur à quantifier, est-ce qu'il y a additionnalité ou pas. Les gens ici qui font du Vervolt doivent le savoir que c'est compliqué à prouver, mais c'est des réflexions dans ce standard GHG Protocol. De la même manière, le SBTI, la Science Based Target Initiative, qui est pas le seul, mais un cadre plutôt reconnu internationalement pour se donner des objectifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui s'appuie sur le GHG Protocol, est également en train de réviser son standard, son Corporate Net Zero Standard sur le volet Scope 2, pour essayer de mieux prendre en compte ces subtilités sur Scope 2 et de, ce qu'on se disait tout à l'heure, mieux valoriser les entreprises qui ont fait des efforts supplémentaires par rapport à celles qui n'ont pas fait cet effort supplémentaire. Une fois qu'on a dit ça, se pose la question de est-ce que finalement les garanties d'origine au power horaire, ça peut être un élément qui permet d'améliorer cette situation ou pas. Et là, je vais mettre quelques éléments qui vont dans le sens du oui. Ce matin, on en a eu un certain nombre dans le sens du non. Il y a probablement plein de choses qui sont faisables, mais voilà, c'est pour donner peut-être un autre point de vue. Il a été évoqué ce matin la question de la confiance dans le dispositif. Moi, je reviens sur le sujet de la confiance dans le dispositif par un autre axe. Encore une fois, je me positionne du côté d'entreprises qui souhaitent se décarboner, qui disent, bah voilà, je regarde mes processus, je souhaite décarboner mon approvisionnement en électricité. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui me dit, ben, moi, je regarde, ça c'est le 8 octobre, quand j'ai fait la diapositive. On voit en haut les sources de production d'électricité en France. Et en bas, le contenu carbone. C'est assez logique. Quand il y a du soleil, il y a beaucoup de solaire, c'est bas carbone. Le matin, le soir, il a fait un peu froid, il y a du gaz, il y a du nucléaire qui se balade partout, et il y a plus ou moins d'hydro en fonction de la journée. Et dire, mais moi, je fonctionne en 3/8, et j'ai certains processus assez énergivores qui tournent la nuit. J'ai acheté des garanties d'origine PV, j'ai du mal à me dire que ça correspond au réseau sur lequel je suis branché. Et ça, la question de la confiance, c'est d'échanges que j'ai déjà eu, c'est déjà posé via ce prisme-là. Comment on l'explique? Il y a des façons de l'expliquer, mais ça pose question. De la même manière pour les émissions, d'associer ça pour ce fameux Scope 2 dont on parlait tout à l'heure. Quel que soit le moment où je consomme dans la journée, j'ai acheté des garanties d'origine PV, 0, tout le temps. Que ce soit à midi, le matin ou le soir, c'est 0 de la même manière. Ça pose question de dire, mais est-ce que vraiment le mécanisme il est solide? Est-ce que j'ai vraiment décarboné quelque chose? Est-ce que j'ai participé à quelque chose dans le pays dans lequel je suis intégré, etc. De la même manière pour les prix, c'est une représentation pour le même jour des prix en fonction des pays et de l'heure. Et on voit comme assez souvent, le midi, ça coûte pas cher, le soir, ça coûte plus cher, en gros. Et de dire, j'ai acheté des garanties d'origine pour avoir de l'électricité renouvelable, c'est le même prix, et je ne me pose pas la question de l'heure,
quand on regarde l'évolution des prix, alors là c'est du spot, hein, en fonction de la journée, cette question de la confiance de l'utilisateur du dispositif se pose également. Ce que pourrait permettre un pas horaire, c'est de justement créer du signal prix. Et le signal prix, il est valable pas que pour le consommateur, pas que pour le producteur, c'est vraiment un mélange des deux. C'est-à-dire, si les garanties d'origine au pas horaire, le midi, coûtent vraiment pas cher, et qu'on a envie de se sourcer en électricité verte, on va être incité à consommer quand elle coûte pas cher. De la même manière, si les garanties d'origine à 19h, ça coûte extrêmement cher, on peut essayer d'avoir envie en tant que producteur ou de metteur sur le marché de garantie d'origine de trouver des solutions pour en mettre sur le marché au moment où ça coûte très cher. C'est un signal prix qui marche des deux côtés. On pourrait avoir également, ça a été évoqué ce matin, un effet de dire du coup, moi j'achète jamais de garantie d'origine entre 18h et 20h parce que ça coûte trop cher. Peut-être. En tout cas, ça fait un signal prix. Et ça donne des incitations à faire autre chose, peut-être plus de flexibilité sur la consommation, on en a un peu parlé ce matin, mais gérer l'équilibre offre-demande, ce n'est pas qu'une question de batterie, c'est une question d'usage, de flexibilité intersaisonnière, saisonnière, hebdo et journalière. Et il y a un certain nombre de processus industriels de consommation d'énergie dans le tertiaire qui s'y prêtent. Et donc, ce type de signal prix peut développer davantage ce type de solution, parfois moins coûteuse que de mettre des batteries de partout. Alors là, c'est quelques illustrations qui posent la question de si on creuse un peu plus loin, on peut s'attribuer des matchings spatio-temporels moins noir-blanc. La vie, c'est pas 0 ou 100, il y a des choses qui peuvent être différenciées. C'est des illustrations, mais ça correspond à peu près à la vraie vie, à des vrais cas d'usage. La courbe de consommation, c'est à peu près là ce qu'on voit, une courbe de consommation dans le tertiaire. Un centre commercial, voilà, il y a des frigos qui tournent la nuit, on allume la clim la journée ou je ne sais quoi, le chauffage, et puis la nuit, il y a que les frigos qui tournent. Si j'ai un type de garantie d'origine d'une techno, ça va donner, par exemple pour le PV, une couverture partielle la journée. Si j'ai de l'éolien, c'est un autre exemple, ça pourrait être complètement autre chose. Dans mon exemple du 8 octobre de tout à l'heure, il n'y avait pas de vent, donc il n'y avait pas d'éolien. Mais c'est un autre exemple. Si je combine les deux, potentiellement, je peux avoir déjà des choses qui peuvent être plus intéressantes, de me poser la question de mes garanties d'origine, d'où elles viennent, de quelle techno elles viennent. Mais si on veut aller au-delà de ça, on est obligé de se poser la question de est-ce que je consomme vraiment au moment qui me permet de maximiser ce matching, et voire d'avoir des solutions de stockage, mais c'est une solution qui vient en complément de la réflexion sur quand est-ce que je consomme et pas à la place de. Ça a été évoqué ce matin, je vais passer très vite dessus. Il existe des gens qui essayent de faire ça, la 24/7 initiative, qui essayent de se poser la question comment on pourrait faire. Alors il y a des enjeux avoir les données, il y a des enjeux d'avoir des informations suffisamment fines, il y a des enjeux SI, il y a des enjeux de géographie, de qui partage en open data, est-ce que les data elles sont disponibles en temps réel ou en J+1, enfin bon, bref, il y a plein de questions. Mais ils essayent de le faire et d'avoir en heure par heure la production qui correspond à leur consommation. C'est probablement imparfait, en tout cas ils essayent d'y travailler et de montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites jusqu'à une certaine limite. 100% c'est très difficile à faire, notamment quand on a besoin de beaucoup consommer à 19h. Mais il y a des travaux qui essayent d'aller un peu plus loin. J'arrive à ma conclusion et s'il y a des questions on pourra les prendre. J'ai été assez rapide vu que beaucoup de choses avaient déjà été dites. La cohérence spatio-temporelle et l'additionnalité, c'est deux choses qui, selon nous, est absolument fondamentale quand on se pose la question de l'approvisionnement en électricité verte. J'élargis ici entre parenthèses, mais ça a son importance. On pourrait même élargir en disant d'électricité bas carbone. C'est un débat qui est souvent très valable en France, mais en Europe, garantie d'origine, enfin pas qu'en Europe, mais garantie d'origine ne veut pas dire forcément vert, on peut garantir d'origine plein d'autres choses, et on peut se poser la question, si toujours notre objectif c'est décarboner, d'avoir des garanties d'origine bas carbone, donc les variables c'est le nucléaire entre les deux, et pas forcément que renouvelable. Une mauvaise qualité d'approvisionnement peut amener à trois types de risques, ne pas forcément décarboner, si c'est l'objectif, si c'est pour ça qu'on a payé un peu plus cher, c'est dommage.
Le risque réputationnel, bon ça c'est surtout sur les très grosses boîtes, puisque très souvent il y a des ONG, des journalistes, etc. qui essayent de regarder le CAC 40, le S&P 500, les GAFAM, etc. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent pour en faire des rapports haut en couleur, et potentiellement une mauvaise priorisation des leviers de décarbonation. En termes d'euros investis par tonne de CO2 réduite dans mon empreinte carbone, c'est intéressant de comparer différentes solutions et pas d'essayer d'en avoir une qui règle tout. Le cadre réglementaire pourrait aller dans ce sens-là et d'une meilleure cohérence spatio-temporelle, les standards internationaux aussi, je dis on pourrait parce qu'il n'y a pas de certitude. Et finalement, la garantie d'origine au pas horaire, ça peut être une solution pour envoyer un signal prix, pour flécher les investissements aux bons endroits et apporter une décarbonation réelle du système électrique. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est souhaitable, possible, réalisable d'avoir demain matin du matching horaire. La question, elle n'est pas du tout là. La question, elle est plutôt de voir de certains retours d'expérience qu'on a quand on travaille avec des entreprises qui consomment beaucoup d'électricité sur beaucoup de sites, de dire mais ok, j'ai investi pour mon plan de décarbonation, il y a une partie qui est dans l'électricité, ok. Est-ce que ça a vraiment décarboné? Pour répondre à cette question-là, il faut regarder un peu plus proche de c'est quoi les contrats, c'est quoi les technos, etc. etc. Il y a des entreprises qui sont prêtes à investir, à dire mais est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose de plus fin, d'avoir ce matching au pas horaire? Je suis prêt à payer davantage, mais pour ça il faut soit passer par des PPA, soit avoir des cadres d'origine qui soient déjà tagués au pas horaire. Ça, il n'y a pas d'interdiction, enfin d'impossibilité légale à le faire, c'est juste que aujourd'hui c'est pas fait comme ça. Si on avait un tag au pas horaire, ça permettrait aux fournisseurs qui sont motivés pour le faire et aux clients qui sont payés plus cher, d'essayer d'avoir des choses un peu plus fines, d'avoir des notions de cohérence spatio-temporelle. Alors, on a du chemin avant de se dire il est pertinent et utile de faire du matching horaire. Mais déjà d'avoir l'information pour pouvoir jouer avec, s'approprier le concept, tester des choses, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'en ai terminé. Bonjour, Dania d'Envalio, c'était très intéressant, merci. Moi j'ai deux, je ne sais pas si c'est des questions ou des remarques, mais on va le découvrir. Est-ce que c'est possible de revenir sur la slide 15 et 16? Imaginons d'être que deux consommateurs sur le marché. Donc c'est moi qui est vertueux et j'ai ce profil de consommation et je veux consommer vert, donc renouvelable. Et après il y a un autre consommateur qui a un profil de consommation différent du mien, mais qui n'a pas l'ambition d'être vertueux, donc de consommer renouvelable. Dans le système qu'on a aujourd'hui, moi, je peux décider, c'est comme si on fait un échange. Donc moi, je consomme la nuit, mais je décide je veux être 100% renouvelable. J'achète des garanties d'origine pour l'année, pas de l'année précédente, mais disons pour l'année, pour couvrir ma consommation annuelle, alors que l'autre ne fait pas cet effort. Alors, c'est comme si on se fait un échange de notre profil de consommation, mais à la fin, le système il est bouclé. Donc, tout ce qui a été injecté dans le réseau a été consommé, et la partie renouvelable qui a été injectée a été consommée par moi, alors qu'elle n'a pas été consommée par l'autre. Donc ça, c'est un peu comme moi je vois le système fonctionner aujourd'hui. Et donc, là, je reviens à l'autre slide, par rapport au prix. Donc, on dit, là, c'est où l'électricité, ça devrait coûter moins. Alors, on doit inciter les consommateurs à consommer pendant ce moment-là. Mais ça, c'est le point de départ. Au bout d'un moment, si tout le monde qui a le même profil de consommation change de comportement et va consommer les mêmes heures, après, il va y avoir une cannibalisation et la donne, ça tourne. Et donc, ces heures-là vont être les heures plus chères, en effet, parce que tout le monde va consommer ces heures-là en partant du principe que c'est les moins chers, mais à la fin du cycle, ils vont coûter davantage. Moi, je parle que du côté garantie d'origine, bien sûr, parce que c'est ce que je connais.
Et ça, c'était la première, je sais pas, remarque, question, on peut en discuter. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la façon dans laquelle ça fonctionne aujourd'hui. Vous avez dit que la France exporte le 98% du temps de l'électricité. Mais par exemple, en Suisse, on est aussi exportateur né pendant l'été, on importe pendant l'hiver, mais on a le marquage complet de l'électricité. Et ça, on a noté, c'est beaucoup plus clair pour le consommateur et aussi pour les distributeurs, c'est beaucoup plus facile. Marquage complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mégawattheure qui est injecté dans le réseau a une garantie d'origine qui est émise. Et à la disclosure, tout doit être communiqué, mais on fait un pas en plus. Donc, dans les données, c'est indiqué combien c'est étranger et de quel pays et combien c'est suisse. Donc, le consommateur peut vraiment choisir. Et peu importe si la Suisse a importé ou exporté pendant le courant, si quelqu'un veut de la Suisse, il reçoit de la Suisse, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'aura pas reçu le correspondant et aura consommé quelque chose d'autre. Parce que ce n'est pas infini, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, du moment que quelqu'un exerce un choix, l'autre ne peut pas choisir la même chose. Ça, c'est un peu l'idée du book and claim. Effectivement, c'est des remarques, questions, mais deux remarques sur ces remarques. Sur le deuxième point, le full disclosure, c'est intéressant à plein d'égards, et je suis d'accord que c'est indépendant du pas des garanties d'origine, et ça permet de faire des choses assez intéressantes. Sur le point précédent, je crois, peut-être que je me trompe, mais que le jour où tout le monde consommera le midi, et du coup il n'y aura plus assez de soleil, et que du coup on n'aura plus de consommation à 19h, et qu'à 19h les prix seront trop bas, je pense qu'on aura tradé un gros problème. Aujourd'hui, quand on regarde, ça c'est les prix de l'électricité en octobre, c'est très bas le midi on va dire, ça a été zéro un certain nombre de moments dans l'année. Le contenu carbone aussi est très bas. Quand on regarde rien qu'en France, et c'est pas le pays le plus adepte du solaire en Europe, quand on prévoit nos prévisions de croissance en PV, on n'est pas prêt de manquer d'électricité à midi. Donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on a prévu d'avoir beaucoup de PV, et pour l'instant, on ne le consomme pas assez, et on a un problème d'électrification et de quand on consomme. Donc on a un sujet on a beaucoup d'électricité par rapport à la vitesse d'électrification, que ce soit de l'industrie ou de l'automobile, hein, grosso modo c'est ça. Et en plus, on a du mal à mettre au bon moment. Le risque, mais encore une fois, peut-être que je me trompe, le risque qu'on tombe dans une augmentation importante des prix le midi parce qu'il y a trop de gens qui font leurs machines et qui remplissent leurs véhicules électriques, je crois qu'il est encore loin devant nous, mais peut-être que je me trompe. Bonjour, donc Gaëtan Collin, juste moi je m'occupe de Green Birdie et je suis responsable à l'AFNOR aussi du groupe d'experts qui rédige les normes énergie, notamment la EN 16325 sont les garanties d'origine, c'est juste pour le contexte. Moi j'ai une question, c'est sur à partir du moment où on introduirait un pas horaire sur la garantie d'origine et que du coup ça aurait un impact sur le coût de la garantie d'origine, n'a-t-on pas peur que ça a un impact finalement globalement négatif sur les consommateurs, sachant qu'une grosse partie des entreprises aujourd'hui, quand elles achètent leurs énergies, elles achètent ça sur des contrats type full flex, c'est-à-dire elles cherchent une prévisibilité de leurs charges. Plus qu'une performance immédiate, elles vont chercher un budget qu'elles peuvent évaluer. Donc, leur introduire une variabilité sur le budget lié à ça, ce serait finalement peut-être contre-productif et ça donnerait une complexité qui leur dirait finalement je n'y vais pas. Ça, effectivement, ça se regarde. Sur le volet complexité, c'est sûr que c'est plus dur. Enfin, pas de débat là-dessus. Ça veut dire qu'il faut déjà bien connaître sa courbe de consommation, et c'est pas le cas de toutes les entreprises, de tous leurs sites, de bien connaître toute leur courbe de consommation. Et ça demande de faire des contrats qui sont plus compliqués, et donc il faut bien rémunérer quelqu'un pour faire ces contrats plus compliqués. Et effectivement, en plus, on peut avoir de la variabilité dans le coût. Donc, enfin, j'ai pas de débat là-dessus. Le truc, c'est que ça ressemble peut-être plus à la vie, du coup. C'est plus compliqué que de dire j'ai acheté que du PV, c'est bon, je suis vers la nuit. Donc peut-être que... Pardon ? Oui, non, mais, oui, c'est ça. Mais là, c'est je parle du point de vue du carbone. On se part de vertu avec ce sujet, alors que ça peut se discuter.
Voilà. Si je consomme principalement et uniquement tous les soirs de 18h à 20h et que j'ai acheté que du PV, je vais compter 0. C'est pas la vraie vie. Donc, sous couvert que la vraie vie, ça veut dire quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des effets de bord et que c'est pas la bonne solution. Sur le sujet technique, je suis beaucoup moins sachant que vous et donc je ne sais pas me prononcer. Mais par contre, c'est vrai que ça pose la question de est-ce que ça a vraiment décarboné quelque chose, et c'est via ce prisme-là que se pose la question. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des effets décourageants par la complexité. C'est possible. Mais j'ai au moins 5 exemples de clients gros consommateurs en France qui sont plutôt demandeurs de ça et qui sont prêts à gérer cette complexité. Ça ne veut pas dire que tout le marché est prêt. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Hugo de chez ACT. Moi, en tout cas, on partage beaucoup votre opinion sur le 24/7, sur plus de granularité. Par contre, nous, on aurait peut-être un peu, enfin, j'aurais un peu plus une question d'un point de vue marché et rebondir un peu sur la précédente question. Aujourd'hui, beaucoup de clients achètent des garanties d'origine un peu pour, entre guillemets, subventionner l'aspect vert de l'électricité qu'ils vont consommer. On dit que justement, il y a des flux financiers qui vont vers les producteurs. Par contre, les clients, généralement, ils achètent en forward via des fournisseurs, ces fournisseurs qui eux-mêmes se fournissent auprès d'acteurs de marché qui vont prendre des risques pour eux. Est-ce qu'on n'a pas un risque demain, si on a une granularité sur les garanties d'origine, et donc une très grande complexité à fournir des profils horaires, puisque genre fournir un profil horaire aujourd'hui sur du renouvelable, c'est beaucoup plus intermittent que l'électricité classique. Est-ce qu'on n'a pas un risque que tout le surpremium qu'on va avoir et qu'on va facturer aux clients, au lieu d'aller chez le producteur, il ne va pas plutôt aller directement chez le trader? Alors, on est trader, donc ça peut limite nous être intéressant, mais je ne vois pas ça comme forcément très vertueux. Bonne question. De la même manière, pas modéliser l'impact que ça peut avoir, je ne suis pas capable de répondre. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, la tuyauterie n'est pas faite pour, 100% d'accord. Voilà, c'est compliqué, il n'y a pas forcément les bons outils, les bonnes données, on n'est pas organisé pour faire ça, j'ai rien à dire là-dessus. Et si c'est quelque chose vers lequel on va à un horizon à définir, il y a beaucoup de travail sur l'organisation du marché, sur les SI, sur qui a des API qui parlent à qui, etc. Ça, c'est absolument indéniable. Voilà. Oui, j'ai pas sur est-ce qu'on risque pas de finalement ne pas plus subventionner les producteurs parce qu'il y a trop de complexité à gérer le sujet derrière. Effectivement, faut le calculer et pour se rendre compte. Je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup pour la présentation. Donc depuis ce matin, je vois toujours l'histoire de l'empreinte GES. Peut-être que j'ai loupé quelques épisodes. En regardant déjà rien que les normes ISO 14040, 14044, 14067, il n'est jamais question de garantie d'origine là-dedans quand on fait la CV. Donc ça je demande qu'est-ce qu'on compte à zéro lorsque on veut appliquer, on va dire, les normes en matière d'ACV, parce qu'on ne peut pas les utiliser. C'est mon gros point d'intégration depuis ce matin. Peut-être que j'ai un peu du mal à cerner entre ce qui est volontaire, ce qui n'est pas volontaire, ou entre les métiers, différents métiers. Donc pour moi, c'est vraiment un des gros points. Comment fait-on, enfin, est-ce qu'on peut utiliser ou non les garanties d'origine, donc c'est du book and claim, dans une ACV, alors que, on va dire, les règles de bonne conduite disent plutôt que non. Ça, c'est une première question. J'en ai d'autres. Dans une ACV, à ma connaissance, non. Par contre, dans la 14064, norme d'application 14069 sur le calcul de l'empreinte carbone et le GHG protocole et le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est l'exercice réglementaire en France, disent que oui. Donc, effectivement, ce ne sont pas des ACV, on est d'accord. C'est des calculs d'empreinte carbone. En France, c'est le fameux BGES, qui est demandé par le Code du commerce, je crois, où tous les 4 ans, il faut déclarer à l'ADEME sur la plateforme qui va bien, ou 3 ans pour ce qui est public ou parapublic, un certain nombre d'informations. Et le scope 2, on peut valoriser dedans les garanties d'origine. Et pour l'international, c'est le GHG protocole qui se base sur la norme ISO qui donne un certain nombre de règles, sachant que la CSRD dit vous pouvez utiliser le GHG protocole, c'est pas obligé, mais c'est un standard qui existe. Du coup, via le prisme de la CSRD, en fait, est venu encore plus qu'avant au centre de la scène ce que dit le GHG protocole. Donc, ce qui veut dire aussi quelque part qu'on continue à travailler en silo à tous les niveaux, parce que là, ça rajoute de la confusion dans la confusion. Donc du coup, je fais quoi?
Je fais 14 067 ou 14 069. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser deux méthodologies pour le même produit à la fin? Enfin, je ne pense pas que c'est possible. Une ACV, ce n'est pas une empreinte carbone. On ne regarde pas la même chose. Dans l'ACV, il y a des éléments sur le carbone qui permettent de donner des informations, mais pas que. Et l'empreinte carbone, c'est un exercice qui est guindé, quoi, là, sur une année, sur l'amont, l'aval, etc. C'est pas le même exercice. Est-ce que ça apporte de la confusion que les garanties d'origine, on ne puisse pas les prendre en compte dans l'ACV peut-être? Non, mais je parle de la confusion dans quelle norme je me reporte, pas les garanties d'origine. Bah, ce qui se fait, enfin, je vais même le dire autrement, je ne connais pas d'entreprise qui font autre chose que BGS ou GAG Protocol. Il y en a probablement qui disent on suit l'ISO et pas le GAG qui se base dessus, mais j'en connais pas. En France, en tout cas, il y a plein de confusions parce qu'entre BGS et GAG Protocol, il y a des petites variations sur les immobilisations et c'est un enfer parce que la réglementation française demande quelque chose, la CSRD demande autre chose, du coup faire des choses en double c'est enfer, on est d'accord là-dessus. Mais sur le volet, est-ce que les garanties d'origine sont acceptées ou pas? Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de débat, en tout cas je n'en ai pas vu. Par contre sur le gaz c'est une autre question, mais sur l'électricité, il y a... Mais oui, parce qu'en fait ce qui se passe, j'essaie de me placer à la place de quelqu'un qui s'en sert de l'électricité pour produire un bien corporel derrière, et lorsqu'il va... Donc pour ce genre d'activité, pour l'empreinte GES de biens corporels, les choses sont assez claires un peu partout, y compris au cadre élémentaire. C'est bien 14 067. Pour une ACV, oui. Voilà. C'est un peu ça ACV, c'est sur un produit, une empreinte carbone, c'est sur une entreprise. Dès lors que puisque la 14 067, elle est assez, enfin, tu peux faire un peu, tu as des cases à cocher, hein, tu peux faire un peu à la carte, pas nécessairement au menu. Même là, s'il décide, finalement, je vais aller un peu au-delà que des émissions directes. Et cette norme-là, c'est les traite aussi. Encore une fois, il n'y a pas de question de garantie d'origine, y compris pour l'électricité. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'on peut le démêler, mais ce n'est pas l'objet de le faire aujourd'hui. Mais voilà, je voulais souligner qu'il y a toujours ce point de confusion. Par contre, on revient au cadre élémentaire. Là, il n'y a pas de mystère. Vous avez évoqué l'acte délégué RFMBO. Voilà, il n'y a pas de garantie d'origine. Dans la méthodologie, je parle d'acte délégué RFMBO 1185. Voilà. Je ne parle pas de l'article de l'arrêt qui dit « Ah oui, effectivement, vous avez des PPA, vous pouvez aussi… ils disent « Vous pouvez hein, », ils ne disent pas « Vous devez » annuler un équivalent de garantie d'origine. Donc au moins du cadre réglementaire, je pense que c'est assez clair. Après, c'est sectoriel, hein, ça ne concerne que l'hydrogène et le RFMBO. Et puis en France, encore une fois, je viens de cette logique de bien corporel, c'est quand même la base carbone qui s'applique. Voilà. Si on applique la base carbone, on a bien l'électricité là-dedans, il n'y a pas de garantie d'origine. Voilà, donc on n'est pas au bout de nos souffrances hein, pour se retrouver dans tout ça. Donc ça c'était vraiment l'élément que je voulais vraiment mettre en avant, c'est déjà faisons un effort de faire un peu le ménage et de s'arranger pour savoir de qui fait quoi et qui est quoi. Donc ça je trouve assez important comme travail à mener. Et puis sur le fait que ça soit au pas horaire et puis la corrélation géographique, je reprends toujours l'exemple de l'acte délégué RFMBO. Et là, la commission, elle a été assez claire, au moins dans les discussions des groupes d'experts avec les États membres. Il s'agit de bilan massique, donc ça veut dire qu'on parle de la chain of custody, donc la chaîne de responsabilité. C'était ça que la commission avait derrière la tête. Bon, peut-être ça ne transpire pas à travers les textes, donc il envoie la question, finalement, on fait quoi? Est-ce qu'on transforme les garanties d'origine qui sont de bouquin claim aujourd'hui en bilan massique ou non? Voilà, c'est une question ouverte. Ça a été dit ce matin, effectivement, il y a des choses qui disent pas toujours exactement la même chose et il y a probablement du ménage à faire. Ce qu'on souhaitait mettre en avant ici, c'est le fait qu'il y a des réglementations qui commencent à aborder cette question du spatial et du temporel. Il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans ce sens-là. Comme toute chose qui est en train d'évoluer, ça évolue dans tous les sens. Après, il faudra
converger. Mais la question se pose de plus en plus. Et sur le volet, je reviens sur le volet, c'est la base carbone qui fait foi, pas la garantie d'origine, etc. Dans l'exercice réglementaire français, le BGES, il y a écrit il faut utiliser des informations en location-based à partir du facteur d'émission d'électricité donné par l'ADEME, qui est en train d'être revu puisqu'il a plein de problèmes. Mais vous pouvez faire du market-based et valoriser des garanties d'origine. Et ça, c'est autorisé dans l'exercice réglementaire français. Moi, j'avais deux réactions, interrogations à partir de ce que vous avez dit. D'abord, sur le signal prix. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que passer à une granularité plus fine donne un signal prix meilleur et donnera les meilleures incitations. Mais si on va au bout, si on veut que ça change les comportements, il faut que ce signal prix, aujourd'hui, le signal prix des garanties d'origine est calculé ex post. C'est-à-dire qu'on achète ces garanties d'origine une fois qu'elles ont été émises. Si on veut que ça change les comportements, il faut pouvoir décider prendre sa décision en fonction du prix des garanties d'origine. Donc faire comme pour l'électricité, c'est aller sur un marché en disant « moi je suis prêt à acheter ma garantie d'origine jusqu'à tel prix ». Donc on change de système et ça complexifie beaucoup les choses. Typiquement, je travaille à EDF, un producteur hydraulique, quand il va décider de quand est-ce qu'il place sa production, il va vendre à la fois des garanties d'origine et de l'électricité. Si ce signal prix devient significatif, ça complexifie l'optimisation. Ça complexifie le marché avec des risques d'inefficacité, de manque de transparence. Voilà, c'est un des gros inconvénients, à mon avis, d'aller vers une granularité plus fine. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est sur la question de l'additionnalité. Alors, moi, je m'interroge toujours parce que j'ai l'impression qu'en France, ce qui freine le développement des énergies renouvelables, ce n'est pas les capitaux, c'est d'autres contraintes d'acceptabilité, des choses comme ça. Et donc, finalement, quand on dit qu'un équipement est additionnel parce qu'il est financé, par exemple, par un PPA, s'il n'avait pas été financé par le PPA, il aurait postulé à un appel d'offres du gouvernement et il aurait été construit de la même façon. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit de la vraie additionnalité. Oui. Sur ce sujet de l'additionnalité, effectivement, le dernier point que vous évoquez, il a son importance, c'est est-ce que ça a dû être une aide d'État ou pas? Ça fait une différence pour les finances publiques. Donc en termes dans le label Vervol, typiquement, de mémoire, il regarde ce sujet-là, est-ce qu'il y a eu un soutien public ou qui est venu plutôt d'un acteur privé? Et ça fait quand même même si peut-être l'actif se serait fait quand même, donc ça ne change pas le côté additionnalité. Je suis d'accord que ça apporte des financements éventuellement supplémentaires, en tout cas différents. Oui. Mais oui, ça peut être en double, mais ça peut être aussi à la place si on cherchait éventuellement des économies sur le budget, si c'était le cas. Voilà, soit on peut le dire, on fait les deux, et tant mieux. Non, mais c'est une question d'optimisation sous contrainte. Et sur le premier point qui parlait de... Oui, c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure, sur la question de la prévisibilité du prix et d'avoir de la vision sur combien ça va me coûter à l'avance en tant que consommateur, c'est un sujet, mais en tant que producteur également. Et l'hydraulique, j'imagine qu'il y a 1000 autres contraintes, puisque c'est aussi des stocks, c'est aussi de l'eau pour les stations de ski, pour faire du jet ski, et puis, etc. Donc j'imagine que ça complexifierait encore plus, en particulier pour l'hydro, l'équation d'optimisation. C'est possible. Mais la question à mettre en face, et c'est là où moi je ne suis pas capable de le quantifier, je me pose des questions, est-ce que ça permet plus ou pas, enfin à un coût donné de dépenses, qu'elles soient privées ou publiques, d'avoir à la fin abattu plus de tonnes de carbone ou pas? En fait, je pense que ce rôle-là, il est déjà assigné au prix du carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hydraulique se positionne, donc il a des contraintes, certes, contraintes touristiques, tout ça, mais il n'a qu'un seul signal d'optimisation, qui est le prix du marché. Et ce prix du marché intègre le prix du carbone. Donc le prix du carbone l'incite à les produire au moment où il y a des centrales carbonées qui émettent, parce que le prix est plus élevé à ce moment-là, et à se substituer à ces centrales carbonées. Et voilà, c'est efficace parce qu'il du coup, il n'y a qu'un seul signal. Le prix du carbone, il est intégré dans le prix de l'électricité. Là, alors, soit on dit c'est la même chose, le prix des garanties d'origine et le prix du carbone, parce qu'on raisonne bas carbone, soit on dit c'est des renouvelables, donc c'est pas tout à fait le même périmètre, en particulier il n'y a pas le nucléaire dedans.
Et à ce moment, ça peut donner un autre signal qui est de produire à un autre moment. Décider en fonction de deux variables aléatoires, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, si on parle du spot, il faut qu'à la fin, on se retrouve quand même avec un seul signal prix. Après, c'est sur la prévisibilité, c'est difficile. Mais du coup, si on passe à un prix horaire, ça devient un prix spot. Ça devient une addition au prix spot. Voilà. Si le prix, il est... on pourrait envisager une variation du prix en fonction de l'heure qui ne varie pas chaque seconde. Je n'ai pas compris. On pourrait attribuer une valeur à la garantie d'origine qui soit fixe, mais différent par heure. C'est ça. Je vois plein de mains qui se lèvent. J'ouvre des chakras. Je ne dis pas que c'est... Je vais juste peut-être essayer de répondre parce qu'on a travaillé sur ce sujet justement. Bon, déjà, je ne sais pas parce que c'est tradé ex post que ça ne va pas donner un signal prix, parce que les gens ils peuvent forecaster, etc. Mais on pourrait très bien imaginer aussi de trader avant que ce soit issued. Ça crée des problèmes parce que typiquement, si on issue les géos 4 mois plus tard, il y a des problèmes de collatéral. Mais si on arrive à raccourcir et issued à la fin du mois ou 2 semaines après, on peut très bien trader en avance, avoir une delivery. Et effectivement, contrairement au power, on peut avoir des problèmes de non-deliverability. Ça n'a pas produit, du coup on n'a pas la géo, on ne peut pas la donner à l'acheteur, on met une pénalité financière, et puis voilà. Donc on peut très bien avoir des mécanismes de marché, c'est un market design, on peut très bien avoir des mécanismes de marché spot, de géo horaire, voilà. Par contre, effectivement, vous avez raison, ça veut dire qu'il y a plusieurs signaux prix sur lesquels optimiser, un signal géo, un signal prix d'électricité, mais bon, l'hydro, il est optimisé sur déjà plein de signaux différents. Il est optimisé sur les réserves aussi, et une batterie actuellement, elle va être optimisée sur le marché spot, mais aussi sur les possibilités du mécanisme d'ajustement, la réserve secondaire, etc. Et l'hydro, il fait de la réserve secondaire aussi. C'est effectivement le principal signal d'optimisation, c'est le prix de marché ELEC, mais il y a d'autres signaux secondaires, et les optimisations, elles sont plus complexes que ça actuellement. Que ce soit pour l'hydro, mais aussi pour tous les systèmes de flexibilité, effacement, stockage, etc. Donc c'est un signal de prix supplémentaire à prendre en compte. L'arbitrage sur un spread, on va prendre le spread power plus géo. Et c'est pas, là, comparé à optimiser spot plus réserve primaire, secondaire, tertiaire, mécanisme d'ajustement, on n'est pas sur des choses si complexes que ça. Bon, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on va continuer cette discussion lors de la table ronde. À ce moment-là, on aura Michael, Yvan et aussi Angie. Et la table ronde, elle sera l'opportunité aussi pour interagir avec le public. En fait, c'est ça l'idée de continuer cette discussion. Merci.